Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, a priori, aujourd'hui, il y a un souci de connexion. Alors, le replay sera bien sûr disponible, mais on va commencer, pour être dans les temps. Alors aujourd'hui, une actualité assez intéressante sur la loi de financement de la sécurité sociale, et notamment la PPV avec, pas mal de nouveautés, qui pour une fois, sont vraiment du pratico-pratique, et pas des règles, qu'il faut d'abord utiliser pendant un moment avant de les maîtriser. Alors, loi de financement de la sécurité sociale, donc on va voir effectivement la PPV, la lutte contre la fraude, la lutte contre les arrêts abusifs, la prolongation de plusieurs mesures exceptionnelles. Pour une fois, effectivement, c'est vrai que le gouvernement, plutôt que de faire du neuf, il a pris ce qui marchait déjà et a prolongé. Donc bon, c'est pas plus mal. Ensuite, on a la prolongation de plusieurs mesures exceptionnelles, heu ce que je viens déjà de citer et les nouvelles obligations, relatives à l'information du salarié. Alors là, pas grand chose de nouveau, mais c'est simplement une mise en conformité par rapport, aux droits de l'Union européenne. Alors on va tout de suite commencer par la PPV. Alors là, ce qui est vraiment intéressant cette fois-ci, c'est qu'après plusieurs changements, la prime Macron, cette fois-ci, on n'a pas touché au nom, donc ça s'appelle toujours prime de partage de la valeur. Mais cette fois-ci, le gouvernement a bien vu qu'en pratique, on avait énormément de clients, hein, chez nous à la Sécale, qui souhaitaient, ben, verser une PPV au mois de mars et puis qui, en mois de novembre, nous disaient: «Ah ben, finalement, si je pouvais, j'en reverserais une autre». Sauf qu'en fait, c'était pas possible. Donc, on était obligé de temporiser et de dire: «Bon, ben, vous la verserez peut-être de manière plus conséquente sur l'année d'après». Mais c'est vrai qu'on était un peu bloqué et le gouvernement a bien senti qu'effectivement, bloquer le versement des primes, c'était pas forcément, ce qu'il y avait de mieux à faire dans l'idée d'économie, et cetera au sein du pouvoir d'achat, pardon, des Français. Donc 2 PPV, donc désormais, vous allez pouvoir verser 2 PPV totalement distinctes l'une de l'autre, avec des règles totalement différentes, hein. C'est vrai qu'on nous a demandé: «Oui, mais est-ce qu'il faut que je prenne les mêmes règles que la première?» Ben non, on peut, totalement, changer le montant, changer la répartition, modifier toutes les règles. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est qu'on a toujours la possibilité de verser, cette PPV en plusieurs fois et donc c'est toujours maximum une seule fois par trimestre. Donc si vous avez versé une première PPV en janvier, par exemple, 2024 et que vous la versez sur 2 trimestres, ben, vous pourrez pas, ben, mettre en place la seconde PPV si vous décidiez d'en mettre une en place avant, le versement du second trimestre, donc pas avant le troisième trimestre. Donc là, attention, bon, on a vu qu'en pratique, on avait peu de versements en plusieurs fois. On restait vraiment sur un versement majoritairement, même s'il y a pas de règle, hein, ça reste décembre et souvent avant les vacances, d'été au mois de juin. Voilà, même s'il y a pas de règle, effectivement, on est plutôt libre. Ensuite, on a une prolongation, du délai de 3 ans pour l'exonération, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors là, effectivement, où je j'ai pas eu l'explication de pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ça comme ça. Je vais vous expliquer. En fait, comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, vous avez pas le même système de fiscalité, pour les impôts, hein, que sur les entreprises de plus de 50 salariés. Donc effectivement, quand vous avez moins de 3 SMIC, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de cotisation sociale, pas de CSG, CRDS, pas de taxe sur les salaires, pas d'impôt sur le revenu, vous avez absolument rien. Par contre, du moment où vous dépassez les 3 fois le SMIC dans les moins de 50 salariés, là, vous êtes effectivement soumis à CSG, CRDS, taxe sur les salaires, impôt sur les revenus. Mais par contre, ce qu'on peut noter, c'est que quand vous avez une entreprise de plus de 50 salariés, bah, dans ce cas-là et très étrangement, on ne distingue pas plus ou moins de 3 SMIC. En fait, quoi qu'il arrive, dans ces sociétés-là, vous allez avoir, ben, de l'impôt sur le revenu. S Voilà, on ne sait pas pourquoi. En principe, un salarié qui gagne moins de 3 fois le SMIC a le même pouvoir d'achat qu'un salarié qui gagne moins de 3 fois le SMIC dans une société de 50 salariés. Mais en tout cas, il y a une différenciation à ce niveau-là. Autre ajout, c'est que désormais, vous allez avoir la possibilité de verser votre PPV en tout ou partie sur un plan d'épargne. Ça n'était pas possible avant, mais effectivement, puisque finalement la PPV, ben, suit le même système d'exonération qu'une, participation ou qu'un intéressement, le gouvernement a ouvert la possibilité de le placer et par la même occasion, ben, forcément, pour l'employeur de l'abonder en fonction des règles déjà en place.
Donc bon, là encore une fois, effectivement l'abondement pardon, va devoir suivre le versement du salarié, mais ça peut être effectivement une idée pour notamment pour les salariés qui seraient soumis à une fiscalité sur le versement de la PPV. Donc les petits montants éventuellement, on se dit: «Bon, on n'a pas une grosse fiscalité», mais si jamais vous êtes effectivement dans une société de plus de 50 salariés avec une PPV par exemple à 3 000 €, on peut y trouver effectivement un intérêt à vouloir la placer. Surtout si on voit bien qu'actuellement, souvent quand une société verse une PPV, l'année d'après où elle est plus ou moins constante dans le versement. Ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, 5 en l'occurrence, vous pouvez avoir un roulement finalement, pour débloquer les PPV, au bout d'un certain temps. Alors, quelques petits rappels, plutôt sur de la pratique qu'on a pu voir tout au long de l'année 2023. Alors, soit vous pouvez mettre en place la PPV par accord d'entreprise, hein, ça se fait très rarement, hein. Majoritairement, c'est la décision unilatérale. On décide à un moment T, on la verse et on n'en parle plus. Alors qu'effectivement, sur un accord d'entreprise, vous êtes engagé pour l'avenir, alors qu'une PPV, c'est fait en 2 pages. Donc on voit que majoritairement, c'est quand même, la DUE qui est utilisée. Mais effectivement, la DUE pourrait se transformer éventuellement en usage, on peut dire comme ça un peu en accord pour certaines sociétés, lorsque vous ne prévoyez pas de date de fin. Donc c'est bien important de mettre bien une date de validité, hein, de votre PPV, 2024 par exemple, pour qu'elle ne soit pas automatiquement due, l'année d'après. Alors, quelques points de précision. Alors, je peux prendre mon critère à la date de signature de la DUE ou à la date de versement. Alors, on a parfois des cas, je vais prendre un exemple, vous êtes au mois de novembre, ou au mois de septembre et vous souhaitez verser une PPV, au mois de décembre. Ben, vous pouvez fixer les règles dans la PPV dans la DUE pardon, que vous avez signée au mois de septembre selon les conditions du mois de septembre pour un versement en décembre. C'est-à-dire, on peut prévoir que les salariés qui rentreraient après le mois de septembre, bah, ne soient pas pris en compte dans le versement. On peut citer par exemple les apprentis. Généralement, les apprentis arrivent au mois de septembre. Bah, si vous signez votre PPV avant l'arrivée des apprentis, pour un versement en décembre, vous pouvez ainsi, on peut dire, exclure certaines catégories de salariés, ben, ceux notamment entrés après la date de signature. Sauf absence toute l'année ou entrée après la DUE, donc le point qu'on vient d'évoquer, je ne peux pas exclure un salarié. Donc l'URSSAF est assez catégorique sur ce point. Elle refuse vraiment, hein, l'exclusion des salariés. Si vous avez un salarié qui a été absent toute l'année, on peut éventuellement l'exclure, mais sinon dans les autres cas, on ne peut pas. C'est vraiment très limité. Les seuls cas où on peut encore une fois exclure le salarié, c'est par exemple, pour un plafond de rémunération. Vous pouvez dire, ben, tous les salariés au-delà de 50 000 € annuels sont exclus de la PPV. Ça rentre dans l'esprit de la prime, alors qu'exclure des bas salaires, par exemple, ça n'entre pas du tout dedans. Exclure des salariés, faire de la discrimination, ça n'entre pas dedans. Il faut toujours se poser la question: «Est-ce que finalement la règle que je souhaite appliquer, est-ce qu'elle est non discriminatoire ou est-ce que j'essaye pas, par cette règle-là, d'exclure finalement quelqu'un que j'apprécie pas ou quelqu'un qui serait rentré après?» Donc faut être vigilant sur ce point-là. Si l'URSSAF repasse sur votre versement et qu'il constate qu'effectivement vous avez essayé de tricher pour favoriser telle ou telle catégorie ou tel salarié, vous allez être redressé, ce serait vraiment, dommage. Ensuite, le versement des 2 PPV peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, ça on l'a déjà, rappelé avant, dans la limite d'une fois par trimestre. Et enfin, le résultat disproportionné, ce n'est pas valide, hein. Je l'ai plus ou moins dit déjà avant, mais on ne peut pas, fixer un critère. Par exemple, en dessous de 5 jours d'absence, vous avez 3 000 et de 5 à 10, vous avez plus que 50 €. Ça ne marche pas. Il ne faut pas que ce soit disproportionné, sinon ça rentre plutôt dans le caractère discriminatoire des règles que vous avez utilisées. Il faut vraiment que ce soit proportionné. Encore une fois, cette PPV existe, dans un but de favoriser, le pouvoir d'achat et non pas, d'octroyer une prime au mérite. Donc il faut vraiment quelque chose d'égalitaire et de proportionné. Ensuite, la lutte contre la fraude. Alors là aussi, c'est un sujet plutôt intéressant. Vous avez dû le voir d'ailleurs, sur différents réseaux. Je crois que c'était peut-être sur Instagram où on voyait, alors là, j'ai un exemple, hein, parce qu'il a fait pas mal de buzz, hein, d'une personne, qui se vantait de pouvoir, bénéficier de l'allocation personnes handicapées, enfin plein d'allocations différentes alors qu'il n'était pas du tout handicapé et en fait, il faisait un peu l'apologie de ce système-là en disant: «Bah regardez, moi, je suis passé par ce médecin, j'en ai fait 50 avant de trouver le bon, voilà comment je m'y suis pris pour obtenir ma carte de travailleur handicapé et cetera, voilà.
Donc le gouvernement, un peu comme souvent, fait des lois à réaction. Donc un fait, une loi. Même si parfois il y a pas de suite, hein, on le voit. Même si, sur ce cas précis, on voit bien qu'il y avait quand même une recrudescence un peu de la fraude sociale. Donc cette loi-là vient effectivement essayer de remédier un peu à ce souci. Peine de prison, 250 000 € d'amende, encore une fois, c'est pire si c'est un cas de récidive, hein, et pareil en bande organisée parce qu'on a aussi, relevé que sur certains réseaux, vous aviez carrément, un sorte de packaging de formation qui existait, géré par plusieurs personnes qui vous proposaient des formations, pour entre guillemets, «faire de la fraude sociale». Donc voilà, le gouvernement vient un peu remettre, on va dire des règles efficaces, un peu plus efficaces. Ça suffira pas, on verra ce qu'ils feront de plus. Mais en tout cas, c'est vraiment une loi à réaction. Ensuite, lutte contre les arrêts de travail abusifs. Alors ça aussi, on l'a pas mal senti du fait que le marché, du travail est tendu. Vous le remarquez sans doute au sein de vos entreprises, c'est de plus en plus compliqué de recruter des personnes compétentes, ou même tout simplement de recruter et donc le gouvernement s'est un peu attelé à attaquer, tout le chômage, les arrêts de travail et cetera, pour mettre le plus de monde possible finalement sur le marché du travail. Donc encore une fois, suite à une progression, on va dire, négative ou à une chute des arrêts, licites, le gouvernement a décidé de remettre un peu les choses en place, notamment par rapport à la téléconsultation. Donc désormais, en téléconsultation, les arrêts de travail sont limités à 3 jours, sauf dérogation, c'est-à-dire impossibilité de vous déplacer, il va falloir le justifier. On attend encore de voir exactement qu'est-ce qu'on appelle impossibilité de se déplacer et ensuite si c'est votre médecin traitant, là encore une fois, ça sera parfaitement possible de faire plus de 3 jours, mais on voulait éviter que certaines personnes, qui se voient refuser leurs arrêts de travail par leur médecin traitant, aillent sur Doctolib et sélectionnent médecin, 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 médecin jusqu'à avoir le fameux médecin qui fera un arrêt de travail. Voilà, donc limitation des arrêts de travail. J'en profite, le gouvernement avait aussi évoqué la possibilité, d'envoyer un médecin contrôleur qui pourrait d'office, stopper même les IJSS, donc pas que la part patronale, mais également les IJSS. Ça a été retoqué au Conseil constitutionnel, donc pas valide, donc on ne pourra pas le faire. Mais en tout cas, c'était dans les tuyaux, donc on voit comme ils ont quand même, souhaité aller assez loin dans le processus. Ensuite, les mesures exceptionnelles et primes transport, donc là, on voit, c'est plutôt une prolongation de plusieurs systèmes qui existaient déjà avant, donc là, encore une fois, rien de neuf, hein, mais c'est bon de se le rappeler. Donc, prolongation des mesures exceptionnelles en matière d'exonération de prise en charge du transport domicile-travail. Parce qu'en fait, avant 2022, pour que votre employeur puisse prendre en charge, le carburant du domicile au lieu de travail, il fallait justifier de plusieurs choses, dont notamment, soit qu'il n'y avait pas de transport en commun, soit à proximité du lieu de résidence du salarié ou à proximité du lieu de travail. Parce qu'effectivement, le salarié est obligé de prendre son véhicule, donc le gouvernement tolérait que l'employeur, finance finalement le carburant. L'autre cas, c'était si, le transport en commun, n'était pas pratique. C'est-à-dire, vous habitez Paris, vous devez prendre, 3 stations de métro différentes, le bus, marcher, voilà. C'est pas pratique, donc dans ce cas-là, il était également toléré que proportionnellement au temps en voiture, si le transport en commun prend vraiment trop de temps, l'employeur pouvait, financer, le carburant. Il fallait le justifier bien sûr, hein, tenir, des justificatifs tout au long de l'année. Alors que là, le gouvernement nous dit depuis 2022, finalement, même si votre salarié habite de l'autre côté de la route de votre entreprise, vous pouvez lui verser jusqu'à 400 € de prime carburant, à ce salarié. Donc sans justificatif, personne viendra vous demander de justifier du domicile des salariés, du fait qu'ils ont le permis. Absolument aucun justificatif n'est nécessaire. Donc là, on prolonge 2024 et a priori, on s'oriente sur une baisse, sur la partie, carburant et mobilité de 100 €, donc on passerait à 300 € pour le carburant en 2025. On attendra la confirmation, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose, notamment pour les sociétés qui l'auraient mis en place. Ça évite de devoir le retirer dès le mois de janvier 2024 et de pouvoir le continuer, si le versement se faisait en plusieurs fois. Puisque, encore une fois, vous pouviez soit verser les 400 € d'un coup, début d'année, fin d'année, ou le diviser en plusieurs fois. Par exemple, si vous versez à compter du mois de mars, vous pouvez le diviser par 40 €. 40 fois 10, on arrive bien aux 400 € et vous êtes dans la légalité.
Autre mesure, qui est prolongée, c'est, l'exonération, pour, la prise en charge des transports en commun. 75 au lieu de 50. Alors avant, on pouvait déjà monter jusqu'à 75, voire même 100, mais là, on vient rappeler qu'on peut le faire jusqu'à 75 sans apporter de justificatif. Donc on veut inciter les employeurs à prendre une part, plus importante, des transports en commun. On peut bien sûr cumuler avec le forfait mobilité. Alors, on le voit en pratique, on a rarement des clients qui ont du forfait mobilité, de la prime carburant, voilà. Généralement, ça se limite à un ou 2 systèmes, ou plutôt à la prise en charge de voitures, toutes électriques, hein, mais rarement on combine trop d'éléments, heu, ça devient trop compliqué à gérer. Sur les titres restaurants, nouvelle prolongation également, donc on arrive, toujours au plafond de 25 €, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant on était à peu près à 18, on est passé à 19, donc ça a monté progressivement et le gouvernement, pour donner un coup de pouce, notamment à la restauration, et aux autres secteurs d'activité et aux salariés qui pouvaient du coup utiliser plus de tickets restaurants, bah, de passer, la limite par jour, hors dimanche, à 25 €. Autre précision, vous bénéficiez aussi d'aides au recrutement, via Pôle emploi. Alors souvent, on n'y pense pas. C'est vrai qu'actuellement, vu qu'il est compliqué de trouver des candidats, généralement quand on a un candidat, on essaie d'éviter de lui complexifier la tâche en lui proposant de passer par un contrat, Pôle emploi, mais sachez que c'est possible. Vous avez historiquement, la PMSMP qui existe, hein, c'est une période de mise en situation en milieu professionnel et donc vous avez jusqu'à 2 semaines pendant lesquelles le salarié sera payé par Pôle emploi, tout en venant travailler chez vous. Donc vous n'avez pas besoin de faire de contrat de travail, pas besoin de faire de DUE, vous pouvez le tester, il vient travailler chez vous, jusqu'à 2 semaines et à l'issue des 2 semaines, ben, vous lui faites une proposition ou non de contrat. Vous avez l'AFPR et la POE, qui sont des pour l'AFPR, similaire pour la POE, qui sont une action de formation préalable au recrutement. Cette fois-ci, en fait, vous allez simplement devoir contacter le conseiller Pôle emploi de votre candidat, lui dire que vous souhaitez passer par une AFPR et la mettre en place. C'est jusqu'à 400 heures et donc le salarié, comme pour la PMSMP, est chez vous pendant 400 heures, mais rémunéré, par Pôle emploi. Donc voilà, ce sont des systèmes plutôt intéressants à utiliser, sachant que parfois, votre région vient également, selon d'où vous venez en France, mettre en place d'autres systèmes. Vous avez des systèmes parfois juste simplement de 2 000 € pour un recrutement, vous avez une prise en charge du SMIC, hein. On l'avait encore en Alsace l'année dernière, donc jusqu'à 40 du SMIC pendant 10 mois sur le recrutement en question. Donc voilà, ça peut toujours être un coup de pouce en plus, heu, autant les utiliser. Pour les emplois francs, le dispositif est prolongé, donc c'est jusqu'à 15 000 € par recrutement, hein, donc là, encore une fois, c'est très intéressant. Encore faut-il trouver un salarié qui vient d'un quartier prioritaire ou qu'il ait mis sur son CV qu'il venait d'un quartier prioritaire. Donc là aussi, on peut être tenté quand même de demander au salarié si c'est sa bonne adresse, parce qu'effectivement, 15 000 €, c'est pas négligeable. Pour 2024, les secteurs ont été redéfinis, puisqu'effectivement, ben, les quartiers se modifient, hein, et donc on a une nouvelle cartographie, donc pensez, si jamais vous aviez l'habitude de voir qu'un secteur n'était pas concerné, pensez quand même à jeter un œil, peut-être que, c'est désormais le cas. On a également prolongation de l'aide exceptionnelle, à au contrat de travail en alternance, hein, donc c'est 6 000 €, la première année. Là aussi, c'est beaucoup plus simple qu'avant où on avait 4 000, puis c'était dégressif jusqu'à la troisième année. Là, on repart pour une année, 6 000 €, dès le recrutement. On voit que ça plaît énormément. On a beaucoup, beaucoup plus de contrats, en alternance qu'avant. Peut-être aussi dû au fait de la difficulté de recruter, ben, on prend finalement des alternants. Ensuite, pour finir, donc les informations à l'embauche. Donc là, on essaye quand même de temps en temps, de se mettre en conformité avec le droit européen avant de se faire, entre guillemets «taper dessus» comme ça a pu être le cas avec les congés payés de septembre. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé le code du travail et le cumul des congés, hein, donc on attend que le gouvernement vienne finalement, faire une nouvelle loi, mais ça nous laisse une marge de manœuvre un peu plus large pour voir, combien de temps les congés vont être, reportables finalement. Voilà, mais c'est un autre sujet, on en parlera quand la loi sortira. Voilà, donc pour cette mise en conformité, vous allez avoir plusieurs informations qu'il va falloir communiquer sous format papier ou conférant une date certaine à votre, salarié si c'est un format électronique. Notamment identité des parties, date d'embauche, droit à la formation, rémunération. Donc finalement, quand on voit tous ces points, on se rend compte que c'est déjà des informations qui figurent dans le contrat de travail. Donc généralement, si vous avez un contrat de travail,
vous allez être exonéré quasiment à 100 de compléter. Il va peut-être falloir ajouter l'une ou l'autre phrase dans vos contrats si c'est pas complet, mais globalement, en France, on est déjà bien. Là où le gouvernement voulait réagir, c'était surtout dans les cas des salariés qui seraient en CDI, mais sans contrat de travail. Parce que comme vous le savez, le contrat de travail est obligatoire pour les CDD et autres contrats, mais pour le CDI, un CDI peut être oral. Et donc pour éviter effectivement ce manque d'information du CDI oral, on est venu, mettre en place ces obligations. Donc plutôt que de donner, 10 documents différents, faites un CDI, écrit, ça sera beaucoup plus simple. Et enfin, pour les salariés en CDD, encore une fois dans le but de renforcer, ben, le recrutement, de faire baisser le chômage et de permettre aux entreprises de recruter plus facilement, vous allez avoir différentes informations que vous allez devoir communiquer sur la disponibilité de certains postes dans votre entreprise. Donc les salariés en CDI intérimaires, ils vont devoir formuler donc forcément la demande auprès de l'employeur et pas auprès de n'importe qui. Hem, une réponse doit être apportée dans un délai d'un mois, réponse écrite, liste des postes à pourvoir en CDI et il faut que, vous communiquiez sur les postes qui correspondent aux salariés qui le demandent, hein. Vous n'êtes pas obligé de communiquer sur l'ensemble des postes de votre société et enfin, si vous aviez des candidats qui forceraient un peu trop, le gouvernement a prévu le cas puisque l'employeur ne peut ne pas répondre si le salarié a déjà formulé 2 demandes au cours de l'année civile. Voilà. Donc au bout de la troisième fois, vous pouvez simplement ne plus répondre, pour pas surcharger non plus, en administratif. Voilà, donc pas de grosses nouveautés sur, cette partie formalité, mais bon, c'est important de le savoir, donc vaut mieux passer par un contrat écrit. On a légèrement dépassé, les 20 minutes, sur ces fameuses questions. A priori, pas de grandes difficultés, hein, sur le sujet. C'est vraiment beaucoup de prolongation. Pareil pour la PPV, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est suffisamment compliqué le droit social pour ne pas forcément rajouter tous les débuts d'année, une partie trop compliquée. Heu, on essaiera éventuellement de faire un web café sur la retraite un peu plus tard dans l'année puisque, dans la loi de financement de sécurité sociale de 2023 pour 2024, on a quelques mesures sur, la retraite et notamment le fait que désormais vous cumulez de nouveaux trimestres, même en continuant à travailler en cumul emploi-retraite, ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez aussi une meilleure prise en considération des mandataires sociaux et cetera et cetera. Donc on reviendra dessus. On n'a pas voulu en parler là, même si ça fait partie de la loi de finances, parce que c'est un sujet assez vaste et comme on n'a que 20 minutes, on essaye d'aller à l'essentiel. Voilà. Bah, je vous remercie pour votre participation. Comme toujours, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet et puis je vous donne rendez-vous, dès à présent, le mois prochain pour le prochain sujet. Merci beaucoup.